Maternité, c'est magnifique, mais des fois, c'est un fil à la patte incroyable. En fait, j'avais pas de but. Le seul but que j'avais quand j'ai écrit cet album, c'était survivre. Une femme, aujourd'hui, elle porte la société. Elle est la raison pour laquelle l'humanité n'est pas complètement éteinte, quoi. Il faut se taper des ouragans dans la tête pour se rendre compte que, en fait, toutes les histoires horribles, surtout d'amour qui t'arrivent, elles sont d'abord ta responsabilité. Elles sont toujours à la hauteur du peu d'amour que t'as pour toi-même. Tu sais, moi, je suis atteint d'une endométriose et j'ai eu des moments dans ma vie où j'avais tellement mal que je me demandais si je devenais pas folle. Mon invité aujourd'hui, c'est une voix qu'on reconnaît dès les premières notes, une voix profonde, sensuelle, qui traverse les corps et les frontières. Imani, ancienne mannequin, elle a tout quitté pour suivre sa vraie route, la musique. Son premier album, The Shape of a Broken Heart, s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires et a conquis l'Europe. Imani, c'est une femme engagée, entière, qui parle d'âme, de liberté, de lutte, d'amour et de lumière, sans jamais rien édulcorer. Bienvenue dans Sous les jupes des femmes, avec une artiste rare, mystique, ancrée, vibrante. Merci Mani d'être là, je suis très contente de te recevoir. On a une sacrée histoire toutes les deux puisque tu as composé toute la musique de Sous les jupes des filles. Il se trouve que tu es une des premières invitées de Sous les jupes des femmes, le podcast. Ça m'émeut beaucoup. Donc je suis très touchée. Merci. Et notre histoire est d'autant plus folle, je raconte quand même 2 secondes, que non seulement le film, la musique du film est super, mais il y a eu une histoire assez dingue avec une des chansons qui a été remixée. Tu veux pas nous dire juste 2 mots là-dessus ? Oui, c'est vrai. J'ai écrit et composé une chanson qui s'appelle Don't Be So Shy pour le film, qui a été chantée à l'époque par une chanteuse qui s'appelle Sherika Sherard. On voulait faire une belle BO. Pas simplement pour le film, mais aussi pour le disque, objet, en fait, pour les gens qui n'auraient pas accès au film à l'étranger, par exemple, parce que j'ai un marché à l'étranger. Et donc, j'ai fait une version de Don't Be So Shy où c'est juste ma voix et un clavier. Et ça a été repris par des DJ russes 3 ans ou 2-3 ans après le film peut-être, ou 2 ans après le film. Et ça a été numéro 1 dans une trentaine de pays. Aujourd'hui, ça reste le titre qui est le plus streamé. C'est combien ? On a 1 milliard d'écoutes, je crois. Un truc comme ça, ouais. C'est du délire. Je sais que le producteur de Sous les jupes des filles m'a dit que c'est la seule BO de film où il ait gagné de l'argent de sa vie. Voilà. Je comprends. Et tu te souviens qu'il ne voulait pas qu'on le fasse ensemble ? Il ne voulait pas qu'on le fasse ensemble. Eh ben, il n'a pas eu le nez. On ne peut pas dire ça. Voilà, et on a bien fait de ne pas lâcher l'affaire. Je vais attaquer avec une première question. C'est que le titre de ton nouvel album, c'est pas rien. C'est Women Deserve Rage. Mm-hmm. C'est sacrément culotté, je trouve, de titrer son album comme ça. Et j'ai envie de savoir ce que ça veut dire pour toi. Women Deserve Rage, littéralement, évidemment, ça veut dire que les femmes méritent la rage, la colère. Mais ça veut dire que... Comment on dirait, en fait, vraiment ? Parce qu'en anglais, je le comprends complètement. Et en français, si tu le traduis, ça pourrait faire... quoi, tu me souhaites d'être enragée ? J'ai pas envie d'être enragée, tu vois ? En fait, disons que c'est la rage sur le plan... les femmes ont droit à la rage. C'est le droit fondamental à la rage, le droit fondamental à la colère, à se connecter à leur colère et la transformer pour quelque chose de plus grand et de meilleur pour elles. Parce que le principe, c'est de se dire, les femmes... Elles ont le droit de pleurer, elles ont le droit de rire, elles ont le droit de sourire. Par contre, elles n'ont pas le droit d'être en colère. Elles ont le droit de souffrir en silence. Alors que si elles sont en colère, elles connectent à leur part d'ombre, elles connectent à leur part déplaisante pour la société et elles peuvent faire la paix avec elles-mêmes. Parce que quand tu es en colère et que tu ne connectes pas avec cette colère et les raisons pour lesquelles tu es en colère, c'est un vrai chantier à l'intérieur de toi, c'est un vrai terrain miné. Et résultat des courses, ça se retourne contre toi. Alors que si tu connectes avec la colère, savoir qu'est-ce qui te met en colère, pourquoi et tu la dépasses, alors tu peux faire la paix avec toi-même. Donc c'est pour ça que je dis qu'on y a droit. C'est pas juste le privilège des hommes. Ou les hommes, oui, eux, ils ont droit à la colère. Ils ont le droit de péter des arrêts de bus parce qu'ils sont en colère. Ils ont le droit de taper leur femme. Ils ont le droit, enfin, ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même. Et la rage, c'est vraiment la seule émotion qui leur est d'ailleurs autorisée. Ça fait d'eux des hommes forts, ou je sais pas quoi. Ils n'ont pas le droit vraiment à la joie, ils n'ont pas vraiment droit à la tristesse, ils n'ont vraiment pas droit à ces sentiments auxquels nous, on a droit. En revanche, la rage, ils y ont droit, et nous, on n'y a pas droit. Pas le droit, c'est-à-dire tu parles en fait un peu de des codes sociétaux du patriarcat. Tu veux dire ? Oui, je parle de la société, du patriarcat, ce qu'on attend de nous. On attend de nous de ne pas être déplaisante. Quand tu es en colère, c'est qu'il y a quelque chose, c'est un signal très fort à l'intérieur de toi qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui te déplaît, que tu ne veux pas. Si tu n'exprimes pas cette colère, tu avales la couleuvre, l'énième couleuvre. Et donc, tu joues le jeu de la société qui te demande de ne pas déranger, en fait, de rester bien à ta place. Et toi, tu veux être la petite fille aimée, donc tu ne vas pas faire de crise parce que tu n'as pas le droit, en fait. Ce n'est pas ta place.
Évidemment que si tu écris un album qui s'appelle Women Deserve Rage, c'est que tu en as de la rage, toi, en toi. Qu'est-ce qui te met en colère? Ouais, il y a plein de choses qui me mettent en colère. Ouais, j'en ai de la rage. Je crois que tout le monde en a. Aujourd'hui, il y a qu'à regarder sur son téléphone. On peut voir des enfants se faire affamer tranquillement entre, je sais pas moi, la vidéo sur les soins beauté et les destinations de vacances de rêve, quoi. Ça me met en colère de voir qu'il y a une partie du monde qui crève sous les bombes, sous tout un tas de massacres et que on continue notre vie comme ça, comme si de rien n'était. Ça me dérange aussi la manière dont les femmes sont traitées dans la société de manière générale, que ce soit dans le couple ou que ce soit entre nous, quoi. Tu vois, il y a plein de choses qui me mettent en rage, vraiment. L'injustice de manière générale. Et toi, personnellement, dans ta vie personnelle, qu'est-ce qui te met en rage? Qu'est-ce qui te met hors de toi? Indépendamment des problèmes sociétaux, qu'est-ce qui, toi, va faire que toi, Imani, un matin, tu t'énerves? Plein de choses. Je peux m'énerver parce que je sais pas, je me suis levé à l'envers et quand je me lève à l'envers, que je fais pas ce qu'il faut, que mes gosses veulent pas se lever, que je dois les amener de l'autre côté de l'Île-de-France à l'école. Je suis en train de me séparer, donc du coup, l'école c'est plus au même endroit où je vis et puis rien ne va dans mon sens. Et puis des fois, ce qui peut me mettre en rage, c'est que même avec l'amour que je peux avoir pour mes enfants, mais vraiment qui est inconditionnel, eh ben moi en tant que femme, des fois j'aimerais bien faire autre chose. Que la maternité c'est magnifique, mais des fois c'est un fil à la patte incroyable. Où j'ai des idées, j'ai envie d'écrire une chanson, c'est pas le moment de venir me chercher avec des trucs comme il faut que j'aille tu vois, réveiller ma fille qui veut pas se lever au bout de la 17e fois, qui préfère rester au lit, qui a pas envie de manger ses céréales ce matin, qu'aujourd'hui elle veut des œufs, qui a pas d'œufs. Ça peut me rendre ouf. Enfin, plein de trucs comme ça. Et puis plein de trucs personnels qui arrivent quand tu te sépares du mec avec qui tu as été toutes ces années et que ça se passe pas bien, quoi. Si tu avais justement, puisque tu es en train de traverser ça en ce moment, une séparation, j'ai écouté ton album, je l'ai adoré. Je suis presque émue là, en parlant parce que je me suis dit que tes chansons, elles allaient être utiles pour les femmes qui sont en train de se séparer justement, qui ont envie de se séparer mais qui n'ont pas encore eu le courage. J'ai l'impression que tes chansons, elles donnent un peu la main presque, justement de s'autoriser à notre colère à notre âge, et donc à dire stop, à dire non. Et t'as un peu les chansons de chaque étape, je trouve, comme si tu nous donnais la main pour passer de l'autre côté, pour nous libérer. C'était le but? Non. Non. En fait, j'avais pas de but. Le seul but que j'avais quand j'ai écrit cet album, c'était survivre. J'étais dans une période personnelle tellement dure et en même temps, il fallait que je tienne une tournée, il fallait que je tienne des gosses, il fallait que je tienne debout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réfugiée dans l'art, dans l'écriture. Donc, je l'ai fait d'abord pour moi. Et si les femmes, elles y trouvent leur compte, c'est merveilleux. Mais je crois que l'art, au départ, si on a un agenda de porter une espèce de flambeau ou d'essayer de sauver les gens, on se nase un peu, quoi. C'est un peu une recette pour l'échec. Il faut le faire parce qu'on a envie de le faire, parce que ça nous apporte quelque chose. Et franchement, je vais te le dire égoïstement, je l'ai fait d'abord pour moi, pour survivre. Et ça t'a permis de traverser tout ça? Ça m'a permis de traverser tout ça, ça m'a permis de me comprendre, ça m'a permis d'aller un jour après l'autre, quoi. Et c'est tout ce que je voulais, tenir. Ouais, moi j'étais, tu te souviens quand j'ai écouté ton album, hein, j'ai eu des montées de larmes et tout, parce qu'en fait je voyais comment c'était des chansons qu'on allait s'envoyer les unes les autres, tu vois, en disant écoute ça, mets-le à fond, fais tomber ta veste et danse chez toi toute seule, ou écoute ça et rappelle-toi que t'es pas toute seule en fait. Donc je pense que ça va avoir un impact très guérisseur, et c'est quand même assez magique de se dire que t'as créé quelque chose pour transcender une souffrance trop grande, pour survivre. C'est fort hein, de dire survivre, tu vois, comme mot, et tu vas aider d'autres femmes à traverser, parce qu'on a besoin de sentir qu'on n'est pas toute seule, tu vois, en écoutant les paroles de ta chanson. Je voudrais te poser des séries de petites questions. Comment est-ce que tu te décrirais en 3 mots? C'est hyper dur. Ouais. J'aurais dû avoir la question sans avant. réfléchir. Non, justement, en fait, c'est ça qui m'amuse. En 3 mots, sans réfléchir, je dirais généreuse, curieuse, et je dirais déconneuse. Ok. Moi, je dirais créative, pour toi, hein, prêtresse et femme médecine. Ouais, j'aurais jamais pu dire ça de moi. Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est marrant parce que, voilà, moi, c'est vraiment les mots que j'utilise. Alors, attention, c'est des phrases, c'est des questions un peu courtes, mais un peu choc, pas facile à répondre. Pour Est-ce toi, que j'ai des jokers ou pas? Bien sûr, tu as tous les jokers que tu veux. Pour toi, c'est quoi être une femme? Ah putain, il faut répondre vite à ça, mais on dirait un sujet du bac. D'accord. T'es pas obligé de répondre vite, c'est des questions courtes, c'est oui, ça que je voulais dire. Mais mes réponses peuvent être longues. Oui, pour toi, c'est quoi être une femme? C'est quand même... Aujourd'hui, j'ai 48 ans, mais je sais que ça a été compliqué des années de ma vie de dire je suis une femme.
tu vois. Je me suis dit, pourquoi c'est si difficile à dire? Qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Si justement on se détache du patriarcat et de ce qu'on a voulu que ça signifie. Ah, donc ça va un peu plus loin ta question. C'est qu'est-ce que c'est être une femme en dehors des codes? Ouais. C'est ça la question. Je crois que je suis encore en train de le chercher. Je pense qu'une femme, aujourd'hui, elle porte la société. Elle est la raison pour laquelle l'humanité n'est pas encore n'est pas complètement éteinte, quoi. Parce que elle est plus enveloppante. Une femme, ça soutient, ça tient. C'est les murs porteurs de la maison et de la société. C'est ça pour moi être une femme. Et c'est aussi être un être émotionnellement intelligent, plus grand, qui donne naissance à l'humanité d'une certaine façon. Pas juste parce qu'elle met des enfants au monde, mais c'est sa fonction quelque part. Donc tous les jours, moi aussi j'avais du mal à dire je suis une femme, parce que quand j'étais jeune, même carrément quand j'étais toute petite, je voulais pas être une fille. Je me levais le matin et tout le soir je priais comme ça en disant je suis sûre que Dieu il s'est trompé, demain matin je vais me réveiller, je serai un garçon. Oh, wow. Vraiment, je disais ça. Et à un moment donné, je me suis fait une raison, quoi. Mais pendant longtemps, quand j'étais petite, tu vois, quand j'avais 3-4 ans, je me disais qu'il y avait une erreur. Pourtant, là, si tu avais le choix entre être un garçon ou être une fille, tu choisirais quoi? Ah non, je resterais une fille. Ouais. Bien sûr. Maintenant que je sais ce que c'est qu'un mec, non merci. Question courte mais choc. Est-ce que tu t'aimes? Ouais. Maintenant, ouais. Oh, c'est chouette de pouvoir répondre oui comme ça. Il y a eu un moment où tu t'aimais pas? Il y a eu une vie entière. Quasiment. J'ai mis du temps. Et en fait, il faut se taper des ouragans dans la tête pour se rendre compte que en fait, toutes les histoires horribles, surtout d'amour qui t'arrivent, elles sont d'abord ta responsabilité. Elles sont toujours à la hauteur du peu d'amour que tu as pour toi-même. Et ça, j'ai compris ça. Et j'ai mis du temps. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je peux blâmer l'autre toute ma vie ou je peux faire le travail de voir qu'est-ce qu'il y a d'aimable en moi et y aller vraiment. Et maintenant, je peux dire que oui. Donc, tu as l'impression qu'en fait, si tu as attiré des histoires d'amour qui étaient un peu cata, c'est parce que tu t'aimais pas et que si on apprend à s'aimer davantage, on aura plus de chances d'être dans des histoires d'amour sereines ou pas d'ailleurs, histoire d'amour ou célibat heureux. Ouais, j'ai l'impression que tu peux rester dans des histoires d'amour catastrophiques pour toi parce que tu n'as pas suffisamment d'amour pour toi et donc tu acceptes tout un tas de choses qui sont inacceptables en réalité. Quand tu t'aimes suffisamment, tu le fais pas, tu vois. Donc, et tu n'attires pas ces mecs-là non plus, je crois. Ces mecs ou meufs, tu n'attires pas ces gens-là assez vite. Quand il y a quelque chose dans ton assiette qui n'est pas bon pour toi, qui est périmé ou que sais-je, tu le ressens et tu ne le manges pas. Si tu te forces, c'est que quelque part, tu as l'impression que ton corps, c'est une poubelle, n'est-ce pas? C'est pareil. J'adore la métaphore. Je l'ai trouvé là comme ça. Waouh. J'adore. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu... Parce que tu parles des tornades, des tempêtes. Il y a vraiment quand même cette idée de devoir traverser des choses challengeantes pour renaître de ses centres, se rencontrer et apprendre à s'aimer. Toi, au final, est-ce qu'il y a eu un déclic? C'est-à-dire que qu'est-ce que ces crises ou ces traversées si difficiles, elles t'ont apporté pour qu'à un moment, ça change la donne? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, beaucoup de femmes qui ne sont pas capables de dire je m'aime, quoi, tu vois. Du coup, comment j'en suis arrivée là? Ouais. En fait, déjà, effectivement, il faut traverser les tempêtes, il faut regarder faut faire l'état des lieux de ce qui reste. Ce qu'il y a de beau avec les tempêtes, c'est que c'est là pour révéler ce qui n'est pas solide et en même temps, ça révèle ce qu'il est. Tu vois, ce qui tient. Donc j'ai dû faire aussi un petit travail sur moi-même en me disant bon, il y a un pattern quand même, tu vois. Si tu accumules des histoires désastreuses, même s'il y en a pas beaucoup, c'est que le point commun c'est toi quand même. Et puis un jour je suis tombée sur une vidéo comme ça anodine sur Insta, une vieille vidéo des années 80 ou 90, j'arrive plus à me rappeler, d'une meuf qui parlait à un petit public et qui disait faites un exercice tout bête qui va vous rendre mal à l'aise, je vous assure, commencez à vous dire dans le miroir je t'aime, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Et au début, je commence à lever les yeux au ciel en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Mais juste de voir le malaise des gens dans le public, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Si tout le monde collectivement est mal à l'aise, normalement, ils devraient rire ou je sais pas, ils étaient tous mal à l'aise de se dire qu'ils s'aimaient et de se demander qu'est-ce qu'ils allaient faire pour eux. Donc le lendemain, je l'ai fait, juste pour voir. Et elle conseille de se scanner et de voir, OK, quelle est ta réaction dans ton corps? Dans ton corps, où est-ce que t'es mal, quoi? Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a personne qui me regarde. Je suis là devant mon miroir et j'arrive pas à le dire. Et quand je le dis, je me sens mal. Et je dis, là, j'ai vraiment un problème. Donc, je me suis forcée à le faire jusqu'à ce que j'y croie. Waouh! Bon, donc, il faut se dire, c'est ça, je ma t'aime. technique. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Et tu continues à le faire ou pas? Ouais, des fois, j'oublie.
Et quand j'oublie, je me rends compte parce que je suis dans une période où justement, je fais rien pour moi. Et quand je le refais, parce que, en plus, moi, j'adore faire pour les autres, vraiment. Je te dis, hein, une de mes qualités, c'est je suis généreux, je le sais. Mais c'est parce que ça me fait un bien fou. Je le fais pas pour les autres, je le fais d'abord pour moi. Mais pourquoi je le fais pas pour moi? Et cette vidéo, elle m'a fait mettre le doigt dessus. Et en fait, c'est très, très agréable de s'aimer. Parce que comme les autres, ils le feront... Jamais aussi bien que ce que tu peux faire, toi. Voilà. C'est vrai. Et puis tes enfants, c'est pas pareil, tu vois. Bon, ton mec, n'en parlons pas. Tes parents, c'est ultra conditionnel, enfin, tu vois. Et puis des fois, j'oublie de m'aimer, mais du coup, je me pardonne très vite. Honnêtement, ça va très vite. Ça va hyper vite. Maintenant, quoi, c'est devenu une gymnastique pour toi, c'est ça? C'est devenu une gymnastique et ça fait 1 an que je le fais et je vois bien le changement que ça a provoqué en moi. Quand tu fais une crise, d'abord, à quoi ça ressemble? Quand tu fais une crise, est-ce que tu pleures, est-ce que tu cries, est-ce que tu tapes? Et comment tu fais pour en sortir? Ça dépend des crises, je peux faire les 3. Je peux crier, taper, pas sur les gens, mais je peux balancer des choses à travers la pièce. Mais là, quand je fais ça, c'est vraiment... Après, il faut appeler la police, quoi. C'est-à-dire que je suis vraiment très, très énervée. Mais je vais plutôt crier, hurler toute seule, un peu comme une louve, quoi. Et puis, je peux, oui, facilement pleurer de rage, ouais, ça... Qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs choses. Quand j'étais en internat de jeunes filles militaires, on nous conseillait de remplir un lavabo d'eau froide, mettre la tête dedans et hurler dedans. Je fais faire ça à mes enfants et tout. C'est pas mal. Ouais, c'est je leur mignon. fais crier L'autre jour, dans- ta fille qui dit « Maman, je vais mettre la tête dans l'eau froide. » Parce que j'ai soit l'eau froide, soit le coussin. Donc, de temps en temps, elle dit « Maman, tu veux pas aller me chercher un petit coussin ?» Et puis, elle va chercher un coussin, elle va hurler dans la pièce à côté. Et puis, ça va mieux. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, adresser sa rage. Hein, c'est rien d'autre. Donc, je fais ça. Mais aussi, je peux aller faire du sport. Je peux aller taper mon coach pour de vrai parce que je fais de la boxe thaï. Et je peux aller écrire une chanson aussi. Ça aide. D'écrire une chanson sur la rage, ça aide. Plein de choses. Question schlick-schlack. Est-ce que tu t'es déjà demandé un jour si tu étais folle? Est-ce que tu as eu des moments où tu as atteint un degré de colère ou de tristesse, où tu t'es dit je décompose, je suis folle. En fait, je suis folle. Est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est pas la colère qui m'a mis dans cet état-là, c'est la confusion. C'est-à-dire quand tu es en face de quelqu'un qui te balade et qui dit mais non, mais j'ai jamais dit ça. Et qui te balade, quoi. Enfin voilà, que tu es dans un état de confusion. La confusion... Bon, plus maintenant, parce que maintenant, je sais à quoi ça sert, mais pendant... Et j'ai pu aussi avoir ces moments où je me sens folle de douleur. Tu sais, moi, je suis atteinte d'une endométriose et j'ai eu des moments dans ma vie où j'avais tellement mal que je me demandais si je ne devenais pas folle. Ça, c'est déjà arrivé. Si tu ne devenais pas folle, c'est-à-dire que si tu t'inventais cette douleur ou si... Ouais, si tu t'inventes pas la douleur, parce que quand t'es la seule à souffrir comme ça, et ça c'était avant que je devienne militante sur la question. Ah voilà, tu veux dire que par exemple, quand tu avais tes règles, tu te disais pourquoi j'ai 100 fois plus mal qu'une autre? Est-ce que c'est pas moi qui suis Et tu folle? vas voir ton médecin, il n'est pas capable de reconnaître et il dit il n'y a rien. Et ça, c'est arrivé à plein de femmes. Ouais. Dont on n'arrive pas à reconnaître la pathologie, donc on se dit c'est dans leur tête. Ouais. Et ça, c'est depuis longtemps, ça fait des siècles. Donc en fait, tu te dis, mais j'ai vraiment mal ou est-ce que je l'invente ou... Ah oui, Parce qu'en fait, il n'y a personne qui te croit, quoi. Tu fais tous les examens, au début on te croit, et puis il n'y a pas de réponse, et comme il n'y a pas de réponse, bah alors c'est que tu dois être folle. Donc tu t'y crois un peu, en fait, tu sais plus. Donc est-ce que ça a été un soulagement pour toi quand tu as découvert en fait que ça avait un nom, que c'était une maladie, que ça s'appelait l'endométriose Est-ce que pour toi, du coup, ça a été un soulagement de te dire, mais au moins je sais que je suis pas folle, que j'ai pas... Au début, non. Au début, comme ma mère a souffrait aussi, que d'autres femmes autour de moi, je me disais, bah, c'est comme ça, t'as tes règles, c'est normal, t'as mal. C'est ce qu'on dit aux femmes en réalité. Bien sûr. Et quand après on m'a donné le nom de cette maladie, je me suis dit, ah non, mais en fait, je suis malade. Et donc, je suis pas comme les autres femmes. Et donc, je suis pas normale. J'ai eu 23 ans, ça a l'air tôt. Sauf que quand même, ça faisait 10 ans que je souffrais, quoi, presque. Et que surtout, pardon, mais comme je connais ton âge, je sais que 23 ans, c'était il y a quand même un moment, donc on n'entendait pas parler d'endométriose à cette époque du tout. Pas du tout. En fait, donc tu t'es vraiment sentie toute seule. Alors qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je connais beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose. Qui sont atteintes et qui le savent. Ouais. Et quand il y a 12 ans, maintenant, j'ai commencé à en parler. Personne ne savait ce que c'était non plus. Avec l'association Endomind, et c'était horrible de voir que même, par exemple, les journalistes femmes qui m'interviewaient sur la question, à mesure que je parlais des symptômes et que je leur racontais, je pouvais voir sur leur visage... Qu'elles l'avaient. Oui, qu'elles l'avaient. Waouh. Ouais. Et justement, si tu devais dire quelque chose là à quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'endométriose, qu'on n'aurait pas entendu parler, ce serait quoi le signal d'alarme, tu vois Il y en a un qui est très clair et qui est vraiment simple, mais parce que c'est pour les femmes, c'était pas complètement accepté. En fait, quand tu as mal,
ça n'est pas normal, où que ce soit. Mais quand il en vient des règles, on a réussi à nous faire avaler que c'était normal. Or, la douleur, c'est un signal qui vient du cerveau pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut régler. Donc, quand tu as mal au point que tu ne peux pas aller ni à l'école, ni au boulot, ni avoir de relations sexuelles, tu ne peux pas avoir de gosses, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah oui. Donc, il faut aller consulter. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de centres dédiés à la question. C'est plus comme avant, quoi. En 12-15 ans, les choses ont vraiment Mais changé. moi, par exemple, qui ai la chance de ne pas en avoir, j'ai jamais eu mal. Tu vois, j'ai des crampes, mais c'est pas... tu vois, j'ai Empêche pas de jamais... vivre. Mais en aucune manière. J'ai des crampes, je sens qu'il se passe quelque chose, si tu veux, que ça chauffe, quoi. Il y a des crampes, mais c'est pas... J'ai jamais eu mal, en fait. Donc, ça me parle quand tu dis que c'est pas normal, en fait, d'avoir mal, puisque je sais qu'on peut avoir ses règles et pas souffrir. Donc, franchement, c'est le premier signe. C'est le premier signe. Et c'est le signe le plus naturel, le plus normal. Donc, en fait, il faut sortir de cette perversion sociale qui nous a fait avaler le fait que souffrir pour une femme, c'est normal. Et le mot perversion, ça, j'aime bien expliquer, ça vient du mot latin perversere qui veut dire changer le sens. C'est ça la perversion, c'est pas autre chose. C'est que d'un coup, on te fait gober un truc qui n'est pas normal, qui va à l'encontre du sens du mot. Donc, quand tu as mal quelque part et qu'on te dit c'est normal, bah, quelque part, tu es en train de te faire avoir. Avoir, Ouais, bah oui. c'est pas normal. Parce que le corps, il est quand même très, très fort. Très bien fait. Quand on met la main dans le feu, ça fait super mal. Non, mais tu te cognes n'importe quoi. Si tu as mal à l'orteil plus d'une journée, tu vas aller voir ton médecin. Bah oui. C'est pas possible. Mais pour les règles, tous les mois, tu souffres au point. Il y a des filles qui vomissent, qui tombent dans les pommes. Il y a des filles qui peuvent pas sortir du lit. C'est la grande majorité de celles qui sont atteintes. Et qui en ont même des temps, douleurs. c'est la honte de dire que nos règles peuvent nous empêcher d'aller au boulot. Tu Exactement. vois, c'est marrant. Hein. Oui, C'est-à-dire parce que si tu rencontres d'autres femmes comme toi qui n'ont pas mal et qui disent mais attends, ça va. Parce Il y a aussi qu'ils vont ça. croire que ta douleur, c'est leur crampe, en fait, alors que c'est pas du tout la même chose. Ouais. Voilà. Ils se disent bah il y en a qui sont chauchottes. C'est ça que tu entends souvent. Ils Ouais. sont chauchottes. Quelle est, je sais pas si tu vas oser répondre, tu as le droit de faire un joker. Quelle est la pire chose que tu aies jamais faite? Moi, je suis un ange. Moi, je fais rien de mal. Je ne sais pas. Je dirais sur le plan spirituel, ça a été vraiment ça, c'est de ne pas m'écouter, c'est de me trahir à chaque fois que justement je suis en colère, que j'ai envie de dire non, que je dis oui. Je pense que c'est ça la pire chose qu'on peut se faire. Pas du tout pour faire une réponse Mais d'un non, mais télo, c'est génial. mais si. c'est la vérité. En fait, c'est pas les conneries que j'ai faites Bien sûr. de filles matures, c'est pas ça. Je pense que la Si pire tu les chose, fais pas en conscience, de toute façon, c'est pas si grave. Voilà, c'est ça. Mais je pense que d'avoir dit non, là, alors que je voulais dire oui. Ou dis oui alors que tu voulais dire non. Voilà, oui, c'est plutôt l'inverse. Ouais, mais ça d'avoir marche aussi, hein. Mais souvent, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est quand même C'est l'inverse. l'inverse, c'est que tu dis oui alors que tu as envie de dire non. Mais il y a des gens, par exemple, qui vont refuser un cadeau parce qu'ils pensent qu'ils méritent pas, ils disent non, alors que dans le fond du fond, en fait, ils adoraient avoir ce cadeau. Donc, tu vois, Ouais, c'est vrai. je viens de Mais tirer tu vraiment- regrettes quand même moins Oui, ça. bien sûr, évidemment. Tu regrettes moins d'avoir dit oui à un truc auquel tu Oui. voulais dire non, je crois. Ouais, ça c'est sûr. Donc Ça c'est c'est peut-être certain. les pires choses. Et c'est quoi la pire chose qu'on t'ait faite? Ben, qu'on m'ait forcé à faire un truc que je voulais pas faire. Ça, aux femmes, ça arrive tout le temps. Putain, tu vois ce que tu dis là? Qu'aux femmes, ça arrive tout le temps, qu'on nous force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Que ce soit physique, que ce soit une agression physique, que ce soit des choses qu'on nous impose, tu vois, socialement, émotionnellement, ça nous arrive tout le temps. C'est un peu le truc quoi, de naître femme, quelque chose auquel il faut qu'on se confronte. Enfin, en tout cas, on est en voie de s'exprimer de plus en plus et que les choses bougent, mais on n'y est pas encore. Et il y a vraiment ce truc. Moi, j'ai pas de fille, par exemple. J'ai mis au monde 2 garçons et pas de filles. J'ai un truc où si j'avais mis au monde une fille, je sens que j'aurais eu trop peur, tu vois, pour elle. Et c'est quand même fou de se dire ça. C'est quand même fou. Non pas qu'il n'y ait pas des mecs qui se font agresser et tout ça. Ok. Mais quand même, voilà. Les stats, sont de notre elles côté. parlent, Ouais. Et elles sont malheureusement, en fait, de notre côté. Tu vois, d'ailleurs, toi qui as une fille, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Est-ce que tu as peur pour ta fille? Ben, c'est marrant parce que quand j'ai eu mon premier enfant, qui est un garçon, je voulais pas connaître le sexe et je disais, je voulais la surprise, quoi. Et je disais, au fond, j'aimerais rien que ce soit pas une fille. Pour les mêmes raisons que tu viens de dire. Parce que j'avais peur, je disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? C'est fou, je disais un truc aussi dingue que qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à cette fille dans ce monde fou, en fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et finalement, j'ai donc eu une fille, le deuxième enfant, et c'est elle qui m'a tout dit. Ce que je veux te dire, c'est que quand j'ai eu cette fille, j'ai eu une révélation immense sur moi-même. Et je me suis dit, ça a pris du temps, parce qu'elle a quand même 6 ans maintenant, mais dès sa naissance, elle est sortie, c'était une grosse punk
qui voulait rien, qui me forçait à rentrer dans mon féminin sacré, dans ma puissance du féminin, qui demandait rien de moins. Et d'ailleurs, tu connais ma fille, c'est un phénomène. Elle est extraordinairement sage et forte et puissante. Qu'est-ce qu'elle t'a dit l'autre jour? Tu sais, il y a une phrase, elle t'a dit, t'occupe pas de moi, j'ai assez de ma vie, où je m'occupe. Voilà, C'était mais quoi la ma phrase? fille, elle a toujours plein de phrases comme ça. Un jour, je suis épuisée et donc je pense que je dois pas être la mère de l'année ce jour-là. Et puis ils m'écoutent pas, on est crevés. Et puis je me rends bien compte que j'étais peut-être un peu dure avec eux. Et alors que je suis toute seule avec elle, on mange toutes les deux. Et je dis, tu sais, moi ma mère, elle a eu 7 enfants et ça a été très dur pour elle. Elle nous aimait, mais elle avait même pas le temps de passer du temps avec nous. Elle avait pas le temps de nous dire qu'elle nous aimait. Elle avait pas le temps. Elle a fait du mieux qu'elle a pu. Et moi, j'essaie de faire du mieux que je peux aussi pour être avec vous, passer du temps, vous dire que je vous aime. Mais parfois, franchement, c'est pas si simple. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, elle a posé les couverts, elle m'a dit, tu sais maman, garde ta vie parce que moi j'ai déjà la mienne. Voilà, c'est ça. Et en fait cette gamine, je trouve que d'avoir une fille, il y a quelque chose aussi Comment de se c'est dire. déculpabilisant, non? C'est Garde déculpabilisant. ta vie, moi j'ai déjà Moi la j'ai mienne. déjà la mienne. Et je lui ai demandé de m'expliquer parce que Oui, début parce je me que suis dit, elle te dit, ce que tu me dis ne m'intéresse m'intéresse pas. pas. Et elle m'a Ouais. dit non, pas du tout. Moi je suis très heureuse avec ce que j'ai. Je te demande pas d'être plus que ce que tu es. Et en fait d'avoir une fille, c'est comme avoir son propre miroir. Et en fait, quand elle est née, c'était mon propre miroir. Et je sortais d'un burn-out horrible de la musique. Et j'avais dit, je vais arrêter la musique. J'étais allée sur tous les plateaux télé en disant, c'est fini. La musique, ça m'a cramé. Je vais faire autre chose. Et j'ai eu cette petite qui m'a regardée et qui m'a dit, ben non, tu vas faire juste les choses autrement. Tu vas te respecter cette fois. Tu t'es cramé parce que tu t'es pas respecté. Tu as dit oui à tout le monde et à tout et tout le temps. Et en plus, elle est arrivée pendant le confinement, tu vois. Donc, elle m'a carrément verrouillée. Et je trouve aussi que de réussir à s'aimer, soi-même, c'est un vrai cadeau que tu fais à ta fille. En fait, on ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir la protéger de tous les hommes et tous les prédateurs et de tous les risques qu'elle peut rencontrer dans la rue. Par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est lui donner suffisamment de force et d'amour en elle pour qu'elle puisse détecter en fait, les situations qu'elle doit éviter ou qu'elle ne soit pas un détecteur à connard, comme j'appelle. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'elle puisse être suffisamment ancrée. Parce que j'aurais donné un logiciel suffisamment Costaud, en costaud fait. pour elle, pour qu'elle puisse l'adapter à qui elle est, quoi. Je dois t'avouer que moi qui connais Zola, je sais que on peut pas lui faire à l'envers, en fait. Je sais pas comment dire, quoi. Elle a un truc de, je sais pas, elle en impose, quoi. Et je me dis, tu vois, je me dis souvent, si j'avais eu une fille, j'aurais eu trop peur. Si j'avais eu Zola, j'aurais pas eu peur. Je sais pas comment dire. Mais je comprends ce que tu veux Tu dire. vois Oui, oui. J'ai peur pour les autres, par contre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est bien, c'est dans ce sens-là qu'on veut les choses, quoi. C'est quoi la chose qui te fait le plus culpabiliser? De ne pas pouvoir passer assez de temps avec mes enfants, ça c'est sûr que ça me fait culpabiliser, mais j'y travaille. Ouais, c'est important. Oui, c'est important, mais en fait, des fois, je culpabilise je sais pas moi, de me faire plaisir avec des copines ou d'aller voir un concert, alors que je les ai une semaine sur deux et que ça tombe la semaine où je les ai et je devrais être avec eux tous les soirs. Pourtant, je devrais pas culpabiliser. Ce concert, il tombe là, ça fait du bien, ça ferait de moi une meilleure mère que de faire attention à moi aussi. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que, par contre, autant tu peux écrire des chansons sur l'amour, la joie, la peine, la rage, la colère, tout ce que tu veux, mais la culpabilité, c'est extrêmement stérile. Ouais. Il n'y a rien C'est un peu comme la peur, en fait, quand elle n'est pas utile. Ouais, Tu mais vois. au moins la peur, c'est un signal pour te dire qu'il y a peut-être un danger. Oui. Tandis que vraiment la culpabilité, Ça sert à rien. ça sert à rien Ouais. du tout. C'est vraiment quelque chose qui est là pour éluder le fait que tu es impuissante. Voilà, tu es face à ta propre impuissance. C'est la seule façon que tu as de parer à ton impuissance, mais ça sert à rien. Moi, j'ai parlé avec un chercheur en neurosciences qui expliquait justement que la culpabilité fait augmenter tes taux de cortisol. Et donc, littéralement, quand tu te sens coupable, tu es en train de créer le lit de toutes les maladies que tu pourrais choper, en fait. Ça affaiblit ton système immunitaire et que ça sert absolument à rien. Mais du coup, comment est-ce qu'on contrecarre ça? Surtout nous, les femmes, parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui est tellement présent dans nos vies. On a 14 casquettes, on a ce truc quand même qui est ancré en nous de sentir qu'on devrait être avec les enfants, qu'on devrait s'occuper des enfants. Il y a ce truc qu'on porte qu'en général, c'est nous qui nous occupons des enfants davantage, tu vois. Et même si on le sait, même moi, par exemple, c'est clair, je m'occupe plus de mes enfants que les papas. Donc, c'est clair. Donc, je pourrais me foutre la paix. Je pourrais me dire, attends, Audrey, ça va quand même. Regarde, tu t'en occupes 95% du temps ou 80% du temps. Fous-toi la paix, tu as le droit de sortir, tu as le droit de profiter. Et pourtant,
Tu vois, c'est là, ça vient, ça nous gratte. Du coup, tu as un mantra, est-ce que tu as une phrase, est-ce qu'il y a un truc qui peut nous aider en fait à sortir de ça? En fait, quand je me retrouve dans cette situation, souvent, j'essaie de me retirer, de m'observer dans cette situation et me dire, OK, on est lundi, tu vas aller voir un concert au lieu d'être avec les enfants, quel est le pire qui puisse arriver? Ils sont avec leur grand-mère et ça va peut-être leur faire de la peine 3 secondes. 3 secondes et demie après, ils vont oublier parce qu'ils feront autre chose avec leur grand-mère. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que... Enfin, tu vois, j'essaie de m'extraire de la situation et voir quel est le pire. Est-ce que le pire, c'est de rester avec eux et finalement être un peu amer parce que tu es en train de rater une super soirée qui se représentera peut-être pas, tu vois? Ou tu profites de ta soirée, t'expliques aussi à tes enfants que c'est bon de se faire plaisir parce que là-dedans, tu essayes de trouver une espèce de... Comment est-ce que tout le monde peut y trouver son compte? Voilà, c'est ça. Ouais, ça, c'est super. Quand c'est un concert, quand c'est un dîner, tout ça, bon ben... Tu es en train d'envoyer le signal à tes enfants que c'est important de se faire plaisir. C'est important de se faire plaisir, c'est important de penser à soi, en fait. Le truc un peu sacrificiel de la mère, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère, elle était comme ça. Je me souviens très bien, ado, que j'avais énormément de mépris pour ça. J'avais énormément de mépris pour ma mère qui faisait tout pour nous. J'arrivais pas à comprendre qu'elle pouvait pas... prendre un peu de temps pour elle, ça m'énervait en fait. Et est-ce qu'elle vous le faisait payer des fois? Est-ce qu'elle disait je fais tout pour vous? Bah, déjà, elle nous le disait. Mais je sais pas si elle nous le faisait payer, mais pour elle, c'était vraiment ça, c'est son logiciel en fait. Et j'arrêtais pas de dire, mais laisse-nous, mais pars, mais sors, mais laisse papa. Enfin, vraiment, et en fait, pour elle, elle était foutue comme ça. Et je crois que parce qu'elle ne se l'autorisait pas, insidieusement, j'avais l'impression que moi non plus, j'avais pas le droit. Moi, j'ai envie que mes enfants, quand ils sont pas avec moi, quand ils sont l'autre semaine avec leur père, qu'ils soient heureux, qu'ils pensent pas à moi en fait, qu'ils soient pas en train de se dire, ah maman, elle est sans nous. Je veux pas, je veux qu'ils soient heureux et je veux qu'ils soient heureux pour moi aussi. Est-ce que tu as l'impression que tu portes des choses de tes parents que tu aurais pu leur reprocher? Ah ben oui, bien sûr. Tu trouves pas ça fou? C'est-à-dire que c'est comme ça t'a rattrapé avec le temps, tu t'en es rendu compte sur le chemin? Je m'en suis rendu compte sur le chemin. Ça part des expressions. Déjà, je ressemble tellement à mon père physiquement. Des fois, je me regarde dans la glace, je le vois, je fuis, quoi. Et des fois, je me rappelle quand j'ai commencé donc à être mère, je parlais, j'entendais la voix de mon père. Donc, je me rendais compte que ma voix, c'était pas la mienne, c'était la sienne. C'est ce que moi, j'avais entendu quand tu étais petite et c'était les mots qui te disaient lui. Voilà, et donc ça aussi, j'ai dû travailler parce que ces mots-là, ils m'ont pas fait plaisir. Ma mère, je me souviens, je te dis, ado, j'avais du mépris pour ce côté sacrificiel qu'elle avait. Je disais toujours, ah non, mais moi, je serais jamais comme elle. Et boum, j'étais exactement comme elle, avec juste l'apparence d'une femme libre, indépendante. Mais en fait, dans les relations amoureuses, j'ai été dans ce même schéma où j'ai été une ressource infinie pour l'autre jusqu'à ce qu'il ne resterait plus rien de moi, comme elle, quoi. Donc, ça demande de prendre conscience. En fait, vraiment, il faut se prendre un mur dans la tête. Comme dit Jung, il n'y a que la souffrance qui éveille. Et c'est vrai. Et tu vas chercher des mecs qui ressemblent à ton père et tu dis non, il n'a rien à voir. Et puis boum, ah, c'est exactement le même. Mais c'est dingue parce que je me suis vraiment rendu compte de la récurrence, quoi. C'est à 20 ans, tu te barres de chez tes parents et tu dis jamais... Enfin, tu fais... Tu as l'impression d'avoir tout compris. Et puis, tu pourrais leur expliquer la vie. À 30, tu rentres dans des schémas, tu es persuadé que c'est pas les mêmes. À 40, tu ouvres les yeux, tu fais « Oh merde, j'ai fait tout pareil ». Et après, à partir de 40, tu vas essayer de travailler à revenir à toi, en fait, à qui tu es en dehors, du conditionnement sociétal. C'est-à-dire, qu'est-ce que la société te dit de... Être une femme, ça veut dire ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et de celui de l'éducation, de tes parents et du modèle féminin aussi. Exactement. Et si tu ajoutes à ça, tu rajoutes tes propres croyances à toi, limitantes. Voilà. Mais qui sont en général très liées. Liées, voilà. Et puis toi, tu rajoutes ton propre ADN là-dedans et ça fait un truc où, à 40 ans, peut-être, si tu as de la chance, tout explose en vol. Ouais, voilà, c'est ça. Ça explose en vol et puis t'en profites pour refaire ton puzzle à ta sauce, quoi. Exactement. Bon, moi, je sais que j'ai eu des problèmes avec ma mère, quoi. Enfin, on n'a pas un lien hallucinant. Et la première fois que mon fils a formulé à l'âge de 6 ans, il me disait « Je t'aime, mes enfants, évidemment », mais à 6 ans, un jour, je l'ai couché. Et juste avant de sortir de sa chambre, il m'a dit « Maman, j'aurais pas pu espérer avoir une meilleure mère que toi. » Et je me suis écroulée en larmes. Et j'ai compris, en fait, que pour moi, je devais tous les jours me battre pour que mes enfants m'aiment, puisque moi, j'avais pas une affection hallucinante pour ma mère, donc j'ai l'impression que ça se gagnait, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est fou, en fait, ce qu'on porte malgré nous des modèles qu'on a eus, c'est dingue. Je pense aussi qu'il y a beaucoup du fait de l'éducation de nos parents, où en fait, on nous dit l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il vient des enfants, mais pas des parents. Les parents, ils n'arrêtent pas de te dire, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça. Donc en fait, tout est tout le temps conditionnel. Donc toi, en tant qu'enfant, dis-toi que lui, il était en train d'essayer aussi de courir derrière ton amour, tandis que toi, tu voulais la même chose.
parce que ça a été la relation peut-être, je sais pas, avec ta mère. Moi, quand j'ai eu mon enfant, le premier, ça a été une gifle, parce que moi, des enfants, j'en voulais pas. J'étais très, très claire. Très jeune, j'ai dit, je veux pas d'enfants, ça va me prendre la tête. Moi, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, et mes enfants, c'était pas du tout. J'avais vu ma mère avec tous ses gosses, je me disais, je lui disais toujours, mais moi, je veux pas être une esclave comme toi, maman, hein. Elle était, merci beaucoup. Mais j'ai eu des enfants, et quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été une révélation, une gifle. Parce que d'un coup, je me suis dit, tiens, ce petit être que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, qui ne parle même pas, je sens son amour. C'était la première fois que je sentais que j'étais vraiment aimée. Wow. Et ça a été ça, ma gifle, avec la maternité. Et la raison pour laquelle aussi j'ai eu une révélation assez récente, on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que c'est très récent, je me suis dit, tiens, on m'a posé la question, mais pourquoi tu as changé d'avis? Pourquoi tu as eu des enfants, en fait? J'étais sûre, quand je me suis mis avec le père des enfants, je lui ai dit, j'aurai pas d'enfants, sois clair avec ça. Si tu veux une meuf qui veut des enfants, ce sera pas avec moi. Bon, il a réussi à me convaincre, parce qu'en fait, quelque part, je me suis dit, si j'ai un enfant, il faut que ce soit un cadeau pour l'humanité. Il faut que j'en fasse quelqu'un qui sert à quelque chose, tu vois. Pas juste mon enfant qui m'aimerait, qui serait, tu vois, la consolidation d'un couple et de l'amour que je peux... C'était pas ça, c'était pas un truc romantique. C'était un truc, il faut que j'arrive à former un soldat de l'amour, de la paix, tu vois. C'était la seule raison. Et c'est la raison qui m'anime. Enfin, j'adore être mère pour cette raison. Parce que je réfléchis, je me dis, tiens, ce gamin, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il comprenne qu'en fait, cette terre, elle vaut la peine... d'être défendu, qu'est-ce que les êtres entre nous, l'humanité, c'est beau en fait, tu vois. En tant que projet, être mère, ça me plaît, quoi. Pas pour autre chose. La grossesse, ça a été horrible. Ouais. T'as pas aimé? Non, j'ai détesté. J'ai détesté être enceinte les 2 fois. Je suis pas du tout faite pour être enceinte. En revanche, j'ai adoré l'accouchement. Les 2. Écoute. J'ai envie de taper dans ta main parce que, ouais, complètement. J'ai adoré. Boum, dehors. Ça. Voilà, je suis faite pour accoucher. Ouais, moi aussi. Si c'était que pour l'accouchement, j'en aurais eu 10 parce qu'en fait, c'est magnifique. Ouais. Et alors, je dis ça, il y a des meufs qui me regardent les yeux écarquillés, elles ont envie de me tarter. Mais moi, j'ai envie de tarter assez pareil. Ouais. Les meufs font c'est génial. Je me sens enfin pleine. Et elles vomissent pas, elles n'ont pas de nausées. Moi, j'avais des nausées même après avoir accouché. Donc, on n'est pas toutes pareilles. Moi, on m'a apporté du café, j'ai l'impression que c'était du pétrole, tu vois. Ah non. Et le parfum, enfin, tu vois, je me souviens une fois, mon mec était passé, et je l'ai regardé comme ça, il m'a dit, mais j'ai mis que un pchit, je fais que un pchit, il m'a dit juste ça. Tout était horrible. Moi, c'était pareil. Moi, c'était son odeur à lui, t'imagines? Oh là là. Va dans l'autre pièce, s'il te plaît, et ne reviens pas avant le mois de décembre. Quels sont les plus grands enseignements que tu as reçus? Au-delà de tes expériences à toi personnelles qui t'ont enseigné des choses, si tu avais des grands maîtres qui t'ont inspiré. Je sais pas, on dit souvent le mot maître, mais moi j'aime pas tellement cette appellation parce qu'il y a quelque chose de hiérarchique qui me plaît pas. D'ascendant. Voilà, mais par contre, il y a des auteurs, souvent des autrices. Julia Cameron qui a fait The Artist Way, qui a changé complètement ma vie, ma perception de ma personne et aussi qui m'a donné le courage de devenir une artiste. Même, je l'ai découverte, j'avais 19 ans, je la relis encore. Aujourd'hui, je lis d'autres ouvrages d'elle. Et c'est drôle parce qu'ils ont enfin traduit correctement. Ils l'appellent maintenant en français vraiment Le chemin de l'artiste, mais très longtemps, en français, ça s'appelait « Libérez votre créativité ». Et il y a eu un autre titre, « Dites oui à la vie ». Et vraiment, c'était chiant parce que moi, je voulais le recommander à tout le monde, ce livre, mais je n'allais pas dire « Achète ». Dites oui à la vie, tu vois. Non, ça fait pas. Alors que ce livre est phénoménal. Pourquoi il est phénoménal? Tu peux en parler juste une minute? C'est vraiment la Bible des artistes. C'est vraiment un bouquin qui a été écrit donc par cette femme, Julia Cameron, qui a été journaliste dans les années 80, 70, plutôt 70, il me semble. C'est anecdotique, mais c'est aussi la première femme de Martin Scorsese, qui était une alcoolique, mais fonctionnelle, qui un jour a vu le concept de l'alcoolique fonctionnel. Mais il y en a pas. Je connaissais pas. C'est des gens qui boivent tout le temps et qui fonctionnent en société, mais qui pensent en fait qu'on fonctionne en société jusqu'à ce que ils déraillent complètement. Ouais, bien sûr. Donc sa vie est devenue un cauchemar et elle est allée aux Alcooliques Anonymes. Et les Alcooliques Anonymes, c'est sur 12 semaines. Les 12 steps, c'est 12 étapes, pas 12 semaines. Et elle a construit, beaucoup plus tard, il faut lire sa bio qui est géniale. Mais si tu n'as pas le temps de lire la bio, il faut lire The Artist Way, son bouquin qui est une espèce de guide pour les artistes bloqués
pour libérer l'artiste bloqué à l'intérieur de soi. Et ça en 12 semaines. Parce qu'en fait, elle a compris qu'elle avait une artiste à l'intérieur d'elle qu'elle n'avait pas laissé s'exprimer. C'était peut-être elle qui se bourrait la gueule, quoi. C'est Sans celle qui doute, n'arrivait pas. Ouais. il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et elle te dit surtout qu'on est tous artistes, on est tous là pour créer. Alors, il y en a qui vont devenir millionnaires, il y en a pas du tout. Mais en tout cas, ça ne change rien. C'est qu'on est tous là, on est tous artistes. Et au fond, quand on a une volonté de, je sais pas, écrire un bouquin, peindre, dessiner, écrire une chanson, faire n'importe quoi, eh ben, en fait, il faut écouter cet instinct qui est naturel, hein, et qui nous rend heureux, qui fait en sorte qu'on existe, en fait. Et ce bouquin, c'est des étapes. Elle te dit, t'as pas besoin d'y croire pour le faire. Et c'est un peu comme le sport, t'as pas besoin de le faire avec joie. C'est un peu comme ton je t'aime dans le miroir. C'est exactement ça. Tu croyais pas au début, et puis à force, tu en fait, tu muscles quelque chose. Peut-être les neuroscientifiques qui te diraient que tu muscles ta neuroplasticité. Tu es en train de créer des nouveaux, en train de créer des nouveaux schémas, voilà, ouais, dans ta tête. Et avec ces 12 semaines, tu commences à avoir confiance en toi. Il n'y a pas une personne à qui j'ai conseillé, qui l'a fait et qui n'a pas dit que ça n'a pas changé sa vie. Mais pas une. Vraiment, c'est un livre extraordinaire. Donc ça, ça fait partie des gourous de ma vie, quoi. Et le meilleur conseil que tu aies reçu d'une copine, de ta mère, de ton père, de n'importe qui? En fait, franchement, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont aidé, des conseils. Je ne sais plus qui exactement m'a dit ça, mais il y a une phrase souvent qui m'aide et qui me vient là. C'est... si tu as la place pour être, et je le dis souvent à mes enfants, si tu as l'opportunité, le mot c'est ça, c'est en anglais qu'on m'avait dit, c'est une copine américaine, si tu as l'opportunité d'être gentil, tu vois, généreux, bienveillant, voilà, avec quelqu'un, saisis-la toujours. Par contre, si il n'y en a pas, ferme-la. Parce qu'on a toujours tendance à être sarcastique, ironique, tu vois ce que je veux dire? Sans penser à ce que ça peut faire à l'autre personne. Par contre, si tu saisis l'opportunité de juste dire un mot sympa, d'être bienveillant avec une personne, que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas, s'il y a une opportunité pour être bienveillant, pour être généreux, pour être gentil, même une seconde avec une personne, saisis-la. Et en fait, ça te fait un bien d'abord à toi. Et ça, c'est un super conseil. À quoi tu crois? C'est quoi ton rapport à la spiritualité? Moi, je crois déjà, je crois en Dieu, mais pour moi, Dieu, c'est un univers plus grand que nous, une force plus grande. C'est pas un mec avec une barbe sur un trône. Ah, c'est pas un mec. C'est pas un mec et c'est pas une meuf. Et il est pas poilu. Et il est pas poilu, il est pas blanc, il est pas barbu. Non, et c'est une espèce de force comme ça qui est à la fois à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose... j'ai l'impression que Dieu, ça peut être nous aussi parfois. Est-ce que c'est dans les plantes et dans les minéraux et dans tout ce qui est vivant, ou pour toi, tu parles de l'humain quand tu dis c'est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est l'humain. Je pense que la spiritualité, pour moi, c'est sur le plan horizontal entre les gens. Tu parlais de cet album, de mon album au début. Tu disais que, tiens, tu as écrit ça pour survivre, mais ça peut aider d'autres femmes. Ça veut juste dire que dans le particulier, il y a l'universel. Et c'est ça qui m'intéresse dans la spiritualité. C'est que l'histoire d'une personne, c'est l'histoire de tout le monde en réalité. C'est ça qui m'intéresse dans le tout, le grand tout. Et moi, je crois vraiment ça. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose de plus fort que moi, que je comprendrai jamais, mais je suis OK avec ça. Voilà. Qu'est-ce que tu te dis de la mort? Moi, je pense que la mort, c'est une étape. Je pense que... Tu penses que la conscience, elle continue derrière, qu'elle évolue? Ouais, je pense que la conscience, elle évolue. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Pourquoi? Je pense que les êtres humains, on est vraiment des êtres... par rapport à la nature, par rapport à la force de la nature, on n'est pas très évolué quelque part. On croit qu'on l'est, mais on l'est pas trop. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de plus grand. Puis tu sais, il y a un truc tout bête. C'est la musique souvent qui me fait dire ça. Je vais revenir encore, je vais parler de mes enfants, mais une fois, tu sais, les enfants, ils commencent à comprendre la peur, là, ils ont 9 et 6 ans. La peur, la mort, pardon. Intéressant, le lapsus. Ouais, mais oui. Super intéressant. Ils ont peur de la mort parce qu'ils se disent on te verra plus jamais, maman, tu seras jamais plus là. Et je leur dis mais vous avez de la chance, vous avez une mère qui est une chanteuse. Dès que tu auras besoin d'être avec moi, tu auras juste à mettre un de mes titres en fait. Je serai là. Donc en fait, ce que je veux te dire, c'est que quand j'écoute un titre de Nina Simone, quand j'écoute même la voix enregistrée d'une personne que j'ai aimée, j'ai l'impression qu'elle est là, en fait, quelque part, tu vois. Et elle est là, au travers des souvenirs, elle est vivante dans mon cœur. C'est pour ça qu'il y a une mort du corps, ouais, d'accord. Bien sûr, tu ne vas pas revenir dans le même corps. Mais je pense que l'esprit qui habitait cette personne et qui vit dans tes souvenirs et qui vit dans ton cœur, il est toujours vivant. C'est en ça que je pense que la mort n'existe pas. Voilà. Moi, quand mon fils m'a posé la question la première fois à 3 ans, je lui ai dit
tu vois, quand t'es à l'école, maman, elle n'est pas là. Et il m'a dit, bah oui. J'ai dit, mais tu sais qu'elle t'aime et tu sais qu'elle est là. Bah oui. Je dis, bah ce sera pareil. Voilà. Ouais. Et ça a eu l'air de vachement le soulager, en fait, tu vois. Oui, parce qu'à cet âge-là, ils comprennent très bien que ce concept-là, ils ne sont pas complètement matrixés, quoi, pour dire oui, je suis mort, il n'y a plus rien, un trou noir. C'est horrible de se dire qu'on te met dans une boîte et puis plus rien. En fait, même la conscience, elle peut pas l'imaginer. Ouais. C'est pour ça que rien que pour ça, pour moi, je ne peux pas dire que la mort, en ce sens, ça existe. Je pense que c'est une étape, c'est autre chose. Par contre, je pense qu'on est mentalement... pas équipé pour comprendre. Et pareil, ça me va, quoi. Et c'est quoi la chose la plus dingue qui te soit arrivée de ta vie? Tu vois, genre la synchronicité la plus incroyable ou quelque chose qu'en vrai, on n'est pas capable d'expliquer, tu vois? Le truc le plus bizarre, le truc le plus fou, le plus incroyable. Ça, moi, ça m'arrive tellement souvent, tout le temps. Franchement... Genre, alors donne-moi un exemple. La première chose qui me vient là tout de suite à l'esprit, donc je vais prendre ça, quand j'étais à New York, j'avais je sais pas combien de petits boulots, je galérais, franchement, j'étais au mois le mois. Et franchement, littéralement, donc j'étais en colocation avec une copine et aussi ma sœur pendant quelques temps. Et des fois, il me manquait, je sais pas moi, 426 $ et 13 centimes pour le loyer. On était au 27 du mois. Et il fallait que je trouve les 426 $. Et 13 centimes. Voilà, et 13 centimes. Et j'avais 3 ou 4 jours pour les trouver. Et à ce moment-là, j'avais un job qui tombait de nulle part, où je devais, je sais pas moi, distribuer des flyers habillés en perroquet. Et après les taxes, j'avais 426 $ et 13 centimes qui arrivaient. Mais ça m'arrive absolument tout le temps. Donc tu crois que... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu crois que c'est parce que... Non, mais est-ce que tu crois que tu formules comme une demande, en fait, qui fait que l'univers, la source, ou je ne sais quoi, va t'entendre et t'envoyer la réponse? Enfin, t'envoyer ce que tu demandes? Je pense que c'est comme tout. C'est-à-dire, de la même manière, on dit ça va me porter la poisse, ou j'attire que des si. Enfin, je pense que c'est un système d'abord de croyance. Tout ce en quoi tu crois, finalement, tu finis par l'attirer. Ça, c'est pas... Ça n'a rien de mystique de dire ça, on le sait très bien. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force que ça arrive, tu finis vraiment par croire que tu as ce pouvoir d'attirer ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien ce que tu veux dire, d'autant que quand on y pense, tout part de la tête. Tout part de la tête. La tour Eiffel, elle est partie de la tête d'un mec, tu vois. La création, c'est ça. C'est tout part d'un désir, tout part d'une image, d'une idée. Cette table en bois, il y a un mec, un jour, il s'est dit, je vais la faire. Je vais la ça fabriquer, se trouve, c'est une vois. machine en Chine, tu sais pas. Mais Non, c'est pas une machine en Chine, c'est du beau bois. On a fait exprès pour le plateau, pardon. tu vois. Mais même si c'était une machine en Chine, quelque part... Il y a quelqu'un qui a créé la machine en Chine. Mais même, et quelqu'un qui a dessiné les plans de la table à la base, tu vois, et qui a créé la machine pour créer la table. De toute façon, ça part de dans la tête, en fait. Ouais. Tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe. Donc oui, on a un pouvoir créateur avec nos pensées d'évidence. En fait, quand il t'arrive suffisamment de choses comme ça, en tout cas, je vais parler pour moi, parce qu'il m'arrive suffisamment de choses comme ça, quand je suis en galère, je peux te le dire sincèrement, je sais que je vais m'en sortir. Mais j'en suis certaine. Alors, je sais pas comment. Et d'ailleurs, quand je rentre dans une espèce de boucle où je suis tellement stressée, je me dis, j'arrive pas à dormir, ça se voit sous mes yeux que je suis stressée. À un moment donné, il va y avoir un moment où je me dis, attends une seconde. Plus tu nourris ça, et plus tu vas être en galère. Sache que quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir. Ce que je fais souvent, je me fais une liste. OK, quel est le pire cas des scénarios? OK, je suis ruinée. Ça, c'est se confronter à ses peurs. Voilà, se confronter à... oui, mais quand tu te confrontes à ta peur, tu te confrontes à ta foi. À ta foi. Aussi. Ouais. Parce que tu dis, OK, d'accord, j'ai plus de thunes, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que j'ai quelqu'un sur qui tomber? Oui, non. Est-ce que, au pire des cas, je me retrouve pas, je prends pas un petit boulot alimentaire qui fait... Et puis, et en fait, tu détricotes ton truc et tu te rends compte que la peur, c'est comme le monstre sous le lit pour les enfants, tu vois. Et tu vas regarder sous le lit et puis tu te rends compte qu'en fait, il n'est pas là. Et donc, tu te rends compte que finalement, tu sais que y a quelque chose qui va faire en sorte que tu t'en sortiras toujours. Donc, tu muscles aussi ta foi. Tu muscles ta foi. Bon, foi, ça sonne toujours hyper religieux. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je l'utilise beaucoup. Pour moi, c'est ta croyance, en fait. On peut revenir là-dessus. Ouais. Croire et avoir la foi, c'est pas du tout pareil. Parce que tu dis croyance. Croire, c'est penser que les choses, c'est espérer finalement que les choses vont arriver. Avoir la foi, c'est savoir qu'elles vont arriver. Et c'est là toute la différence. Donc en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas d'autre mot vraiment en fait que de dire avoir la foi. En fait, il faut même accepter. Si on n'est pas faut religieux, juste accepter en fait. que mais la religion, c'est un dogme pour diriger les gens. Mais ça de côté, si tu en as besoin pour fonctionner, ok. Très bien. Si ça te fait du mal, mais la foi, c'est un mot et c'est ce que tu mets dedans. Voilà. Moi, c'est... Donc voilà. Alors, on arrive à la fin de l'interview, mais du coup, je vais quand même terminer sur des mini-questions. Si tu avais une baguette magique, là, tout de suite, tu ferais quoi pour ta vie, pour le monde?
Ah, pour ma vie, pour le monde, je ferais pas forcément la même Non, chose. justement. Pour ma vie, je ferais en sorte d'avoir un ventre plat, ça me fait chier, tu vois, je fais des abdos. Putain. Franchement, je vais te dire la vérité, je serais vachement mieux si j'avais un ventre plus plat, et voilà. C'est aussi basique que ça, je Ok. suis une meuf. J'aimerais bien être cet être spirituel qui est heureux d'être comme... Mais je suis pas encore là. Je Ouais. continue à me dire, je t'aime, Nadia. Enfin, c'est mon vrai nom, Nadia, pardon. Je t'aime, Imani, même avec tes petits bourrelets au ventre. Voilà. Donc ça, pour la baguette magique, pour moi, je ferais ça. Et puis pour le monde, franchement, j'aimerais que les gens ils s'acceptent tels qu'ils sont, avec leur part d'ombre et leur part de lumière, parce que s'ils le faisaient, ils n'iraient pas chercher des noix à leurs voisins. Et en fait, ça réglerait tellement de problèmes. On n'irait pas faire la guerre sur le terrain des autres, on n'irait pas affamer les autres, on n'aurait pas envie d'être plus fort que l'autre, on ne rentrerait pas dans un truc de compétition. Voilà, c'est une grosse baguette. Ouais, c'est une grosse baguette, mais c'est vrai que ça changerait beaucoup de choses. On n'irait pas, tu vois, exploiter la nature, on n'aurait pas besoin. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça part de l'amour qu'on a de soi. Si tu t'aimes toi, t'aimes T'aimes l'environnement les dans autres. lequel tu es, et Ah t'aimes ouais. ta maison, et du coup tu t'abîmes pas. Moi j'ai l'impression que c'est le grand challenge du siècle en fait, c'est que l'homme réapprenne à s'aimer et à être dans l'amour de soi, parce que notre planète elle est à l'image de combien on n'arrive pas à s'aimer en fait, Ouais. combien c'est difficile de s'aimer, de se dire je t'aime, tu vois. Et moi j'ai fait l'exercice aussi face à un miroir, j'étais hyper mal à l'aise aussi, tu vois, et pourtant je m'aime plutôt pas mal. Non, mais tu vois, j'aime bien passer du temps avec moi. Tu vois, je suis très solitaire, c'est que j'aime bien passer du temps avec moi. Et c'est pas simple. Mais je crois avoir compris que c'était essentiel, en fait, pour réparer notre humanité. Et tout C'est à l'heure... aimer toutes les parties de soi qui n'ont pas été aimées, justement. Voilà, c'est ça. Qu'on a cru à toutes les phrases qui nous mettaient dans des boîtes. C'est casser ces boîtes-là, en fait. C'est Ouais. bon. Et la dernière chose, qu'est-ce que tu dirais si tu avais une phrase à dire, à partager aux femmes, aux jeunes femmes, peut-être même aux hommes d'ailleurs, si tu avais un truc que tu devais... Ben, je leur dirais, vous faites du mieux que vous pouvez. Regardez-vous en face, acceptez-le. Faites du mieux que vous pouvez. Regardez ce que vous faites. Essayez de faire mieux, mais soyez pas si dur avec vous-même. C'est pas si facile que ça. Merci, Manu. Merci à toi.